Je crois que ça se sent pas à la caméra, donc c'est plus simple. L'odorama bientôt, Ouais. dispo dans vos salles de ciné. Un podcast, Et tu sais que ça existe déjà en 4DX, hein, l'odorama pour certaines salles. Mais Oui, c'est vrai ça. Mais en podcast, imagine l'odorama, t'as pas la vue, t'as le son et l'odeur. Vous n'avez pas connu un truc incroyable que Canal+ avait lancé dans les années 90, donc aucun de vous n'était né. Ok. Est-ce que vous connaissez le réalisateur John Waters? Oui, grave, John Waters. Non. Tu vois. Ouais. Dis-le au micro. hein, Moi j'ai comme ça, pas, on John entend le Waters truc. j'ai pas. Vas-y. Et John Ah, Waters, d'accord. c'est un des réalisateurs underground américains, je crois le plus controversé et controversif de ces 50 dernières années. Ok. Et il avait notamment, il était assez connu pour mettre en scène le premier travesti trash qui s'appelait Divine, et dont il avait fait un film improbable qui parlait beaucoup de caca, entre autres. Et Canal+ avait diffusé ce film en odorama, c'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient envoyé à tous les abonnés. Mais non. Mon père à l'époque s'était abonné à Canal probablement pour les films porno, mais ça j'ai jamais trop su Pour au le- départ. pour le dimanche. Non, Le la fameux justification, journal. c'était le foot de base, mais après. Probablement le foot. Le JDH. Mais il adorait plutôt le rugby, donc j'ai pas bien compris. Bref. Et donc Canal avait envoyé un document avec des petites pastilles et qu'il fallait gratter Ah, pendant le film. pendant le film. Au Oh, moment où waouh. la pastille s'affichait, tu grattais, Tu donc ça grattais. sentait une odeur de caca, l'odeur d'urine, l'odeur de Dieu. vomi, Oh, l'odeur waouh. de... Et moi ça Waouh. m'avait traumatisé en mode genre... Ça devait rendre fou les enfants, ce genre de truc. Ouais, c'est fou. Sauf que en fait les films de John Waters, logiquement c'est un peu comme les films X, tu ne Ouais. regardes pas Oui. avant d'avoir 18 ans. Oui, T'as d'accord. pris Et cette voilà. décision, Dimitri. Bon, bref, c'est- pas de c'est pied. pas enregistré ça. Ah, Non, bah, si, c'est Ah, enregistré. si, Bah, c'est c'est une des enregistré, meilleures mais est-ce que parties de ça- l'émission, je pense. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc pour le premier Cinétag de cette édition 2023 de Paris Cours de Vent, dans un format différent des années précédentes. Donc on n'est plus en direct. On revient à un truc qu'on avait fait un peu au tout début. Le but, ça va être d'avoir juste des discussions libres avec des gens intéressants. Autour du cinéma. de Autour manière du générale. cinéma. Petite pression déjà. Et un peu en lien avec les thèmes de la journée à laquelle on enregistrera l'émission. Et puis elles seront diffusées le lendemain sur YouTube. Donc là, en fait, vous êtes le lendemain sur YouTube. Exactement. Bonjour à vous le lendemain sur YouTube. Normalement, il est 18h30. Mais Normalement, après, il est vous le regarderez peut-être 18h30. dans 2 ans, donc ça n'a pas de rapport. Et donc aujourd'hui, on reçoit donc Benjamin Bonnet parce que aujourd'hui au festival, pour cette journée d'introduction, c'était la journée où il se passe un peu où il y a les pitchs de projets, donc où producteurs, auteurs, productrices, autrices se rencontrent pour parler Faire de naître leurs des beaux futurs projets, etc. Et donc, toi, là aujourd'hui, tu étais quand même sur la journée pour aussi rencontrer des gens. Aussi, t'en as profité, t'as eu des belles rencontres. Bonjour à tout le monde. Putain, attention, Benjamin Bonnet. Merci de cette invitation. C'est toujours Merci à hyper, toi d'être venu. hyper sympa de retrouver Paris Cours de Vent l'été, l'écran et talents émergents ici au cinéma Les 7 Batignolles qu'on remercie. Oh, Merci waouh. à vous, Ah, le c'est beau. triumvirat de Cinétag. Donc nouvelle formule, mais on revient au basique. Mais en c'est ça. effet, aujourd'hui était le lancement du festival et historiquement, il y a un partenariat avec la Fédération des jeunes producteurs indépendants dont j'ai été le président été et maintenant président, je suis un président d'honneur. Alors ça me vieillit Ça un veut dire peu, quoi, mais Ah, ça veut dire que je suis indéboulonnable. fait partie Et des que Il y a, je meubles. il y a une décide de statue tout. ou pas dans les bureaux Pas bientôt, encore. un jour. Ça sera compliqué, je crois, mais pourquoi pas. Et en effet, aujourd'hui était la journée des pitch rencontres producteurs-auteurs, réalisateurs, réalisatrices, Tu peux un petit peu baisser ton micro. que je peux un peu baisser mon micro. si tu préfères aussi. Non, j'aime bien le côté. Ouais, c'est sympa comme ça. Ouais, c'est bien. je fais autre chose avec mes mains. Ouais, ouais. T'as raison. Donc, c'est une journée dédiée qui lance du coup la 15e édition, Ouais, 17ème. 17e édition. Mais moi, j'avais Qu'est-ce même que plus le le chiffre. temps passe vite. Ouais, Eh c'est oui, bon, hein. les années filent. Déjà. C'est fou ce festival incroyable, 17 ans déjà, l'âge de raison. vrai. Donc oui, ça lance un peu le festival et l'idée était de se retrouver dans cet écrin-là avec des producteurs de la Fédération des jeunes producteurs pour rencontrer en speed dating une dizaine d'auteurs-autrices avec des projets allant du format court à la mini-série, la série, éventuellement le doc ou le film long métrage, mais bon, de manière un peu plus embryonnaire. Et donc c'est super parce que c'est le bouillonnement un peu de ce qui se fait en jeune création et c'est l'occasion de trouver des binômes qui se créent grâce à ces rencontres-là. Donc c'est
clé parce qu'un jeune producteur, s'il n'a pas des projets à défendre, il n'existe pas. Donc fatalement, quand on démarre une activité, on a besoin de se constituer un vivier d'auteurs, d'autrices, créer son catalogue, affiner sa ligne éditoriale. Et donc c'est en rencontrant le plus possible de porteurs de projets qu'on commence à avoir un peu plus confiance aussi sur les projets qu'on a envie de porter, les types de... parce que c'est quand même une rencontre en fait, un prod et un auteur, ça va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc il faut sélectionner son partenaire et il faut essayer de bien se comprendre en fait. Moi je dis toujours ne vous jetez pas sur le premier producteur et ne vous jetez pas sur le premier auteur parce qu'il y a un côté un peu sexy au départ, mais en réalité il faut trouver plutôt des personnalités complémentaires, s'assurer que les projets on va tous dans le même sens, on a envie de fabriquer les mêmes contenus, surtout que c'est un binôme qui peut après perdurer dans le temps, même si c'est pas toujours le cas. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois exister. Donc, c'est même l'objectif. Je dirais que ce qui est difficile, c'est les premiers pas ensemble. À partir du moment où on se connaît, on connaît les forces et les faiblesses des uns des autres. C'est évident que c'est beaucoup plus encourageant, d'autant que le système aussi de financement fait qu'il y a quand même des aides qui sont attribuées aussi de manière un peu plus systématique à des binômes qui se sont créés ensemble, qui passent du court au long. Donc il y a un peu une prime à la fidélité entre guillemets. Quoi. Donc ça c'est intéressant. Et juste une petite saillie entre guillemets, mais le CNC en fait sponsorise depuis maintenant 2-3 ans les binômes qui se fabriquent dans le cadre de ce festival en particulier et d'autres dans l'année qui changent à peu près sur une périodicité de 12-24 mois. Mais le festival Paris Courts-de-Vent était le premier et continue à être dans ce dispositif, c'est-à-dire que les auteurs de la fédération, les producteurs et les auteurs qui vont décider de travailler ensemble sur la base de la production, d'un contrat de cession de droits, il y aura un abondement qui sera fait du CNC à travers la Fédé à hauteur de 400 € pour leverager, pour lancer un peu les premiers financements autour de ces projets. Donc c'est quand même hyper intéressant de... Et vous avez un suivi de tout ce qui a pu exister, en tout cas qui a démarré à ce moment-là. Exactement. Alors, j'ai pas les chiffres en tête parce que tu me prends un peu... Je veux pas forcément le chiffre, je veux plutôt des histoires. Ouais, c'est des belles histoires Alors moi, j'ai d'ailleurs un projet qui a été initié dans le cadre de ces rencontres avec Sarah Stern, qui était d'ailleurs membre du jury l'année dernière ici même, et on va tourner au mois de mars. Donc le film n'existe pas encore, mais ça a été un des projets lancés et initiés à travers ce dispositif et qui verra le jour en 2023. Mais c'est beau de voir que... Premier film. Ouais. Premier film. Justement, moi j'avais aussi une question. Après, on parlera peut-être plus du métier de producteur et en tout cas peut-être de ce qui entoure la production en France. Mais justement, toi, ton rapport en tant que producteur au festival de manière générale, il y a ces moments de rencontre qui sont des choses qui permettent peut-être la création justement de films et en fait aussi l'après, c'est-à-dire justement ce que c'est les diffusions des films là dans le cadre festival. Est-ce que toi, quelle importance et quel regard tu as aujourd'hui aussi en tant que producteur sur, surtout pour la vie de court-métrage, c'est souvent le festival qui est le plus important en diffusion, même si aujourd'hui il y a plein de modèles qui existent de diffusion en ligne. Aujourd'hui, est-ce que ça a encore une importance vraiment fondamentale, j'allais dire, ou en tout cas même le modèle du festival, que ce soit pour le court-métrage et aussi même pour le long-métrage ou pour... Je pense qu'on a bien vu d'ailleurs quand il y a eu l'absence des festivals pendant quasiment un an et demi, ça a eu un double effet négatif. Le premier est que les films ont peu rencontré leur public, ou en tout cas dans des endroits de discussion en one-to-one, parce que même si le métaverse nous couronnait, je pense que rien ne vaut la 3D. La 3D physique, de chair et d'os. La table, voilà, le corps humain. La table. Et du coup, pour moi, en tant que producteur, c'est indispensable parce que ça permet à toutes les équipes qui se sont mobilisées dans le cadre des fabrications des films et qui puisaient sur les cours où c'est souvent des économies un peu compliquées. Les gens mettent beaucoup d'heures, d'énergie, de bénévolat parfois et de dons de soi. Avoir la chance de vivre une expérience collective avec d'autres films dans une salle. Ici, on a la chance en plus d'avoir un système Atmos incroyable. Donc du coup, il y a une résonance folle pour les projets. Ça, c'est déjà très très bien. Et le côté plus prod, là, en l'occurrence, c'est que
il existe quelque chose que vous connaissez peut-être pas beaucoup, mais qui s'appelle l'aide au programme, qui est une aide que le CNC distribue aux producteurs de format court sur une base récurrente une fois par an, qui est liée à la capacité d'un producteur à faire vivre les contenus, donc les formats courts qu'il produit, notamment dans les festivals, et qui plus est les festivals de catégorie 1 comme Paris Court de Vent, qui est donc reconnu par le CNC comme étant un des festivals majeurs hexagonaux de diffusion du court-métrage. Donc c'est hyper important pour nous d'être sélectionné, d'être vu dans ces festivals. Et donc il faut vraiment que ces festivals continuent à exister et permettent à nous, producteurs, de continuer à fabriquer des films. Sinon c'est un cercle vertueux qu'on va probablement casser ou briser. Donc ça serait vraiment dramatique. Bien sûr. Et j'allais dire, alors là c'est peut-être une question plus générale, mais sur justement là, ça fait combien de temps que tu es producteur? À peu près 10 ans, c'est ça Alors la société vient d'avoir 7 ans là. Ouais, 7 ans, ok. Mood film du coup. Mood film, Ouais. Et est-ce que là, justement, en 7 ans d'années de production, en tout cas de cette société, tu as eu aussi, et en étant à la FJPI, tu as vu une sorte d'évolution aussi du métier de producteur, même si je sais que ça regroupe plein de choses, hein. Il y a voilà, toutes les dénominations qui peuvent être liées au métier de producteur de manière générale. Est-ce que, genre, de manière générale, il y a peut-être une sorte d'évolution générationnelle, je dirais presque, en fait, aussi, ou peut-être même du rapport à ce métier-là qui a peut-être évolué Oui, je pense que clairement, c'est ce qui s'est passé, un peu le paradigme. On s'est retrouvé avec, on va dire, un déficit de financement dit classique, c'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, le financement des films en France, court comme long, tout format, on va dire, est basé sur ce qu'on appelle les guichets étant le CNC en premier lieu, dont c'est la mission, les diffuseurs, c'est-à-dire en gros les chaînes de télé traditionnelles, auxquelles sont venues s'ajouter des plateformes qui aujourd'hui sont réglementées par un dispositif qui s'appelle la directive SMAD, et les régions qui financent abondamment, etc., les films qui sont fabriqués dans les territoires. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé depuis 3-4 ans? On a réduit le nombre de régions. Globalement, on a soutenu, la filière a quand même été assez bien soutenue, mais on se retrouve avec plutôt des gruyères ou des fromages qui se sont un peu réduits en termes de montant globalement alloué. Alors le CNC, c'est pas complètement vrai, mais les chaînes, pour ce qui est le court-métrage, c'est un peu le cas, avec du coup des difficultés à financer correctement des projets. Donc ça nécessite quoi pour le producteur, en fait, de trouver des formes alternatives de production. Donc ça veut dire trouver de manière un peu intuitive ou intelligente des endroits de love money. Ce que j'appelle la love money, c'est de l'argent qui n'est pas public, l'argent qui peut sembler comme ça un peu waouh, ça fait très peur, mais en réalité ça sert souvent à financer les gaps de financement. Donc ça peut être des campagnes de crowdfunding, ça c'est relativement classique, mais sinon on a aussi même du d'autres privé, manières, voilà, c'est ça, du privé, d'aller chercher des copros. Moi j'encourage vivement les copros, même des copros internationales. J'en ai fait 3 moi sur des projets de court-métrage, une avec la Suisse, une avec le Maroc et une autre avec la Belgique, et où du coup on partage les risques, on est plus fort dans le... Et vous alliez les forces aussi, on allie les forces, donc c'est vraiment ces modèles-là un peu out of the box qu'il faut essayer de trouver et chercher. Et je pense que la jeune génération dont je suis issu, même si moi-même je suis plus tellement jeune, mais entre guillemets je suis jeune producteur, on va dire, on est prêt à faire ce type de pas de côté, alors que des prods un peu établis sont toujours un peu vent debout sur ce que peuvent être. Alors je pense que c'est à la fois une forme de compréhension ou de mécompréhension de ce que peut être ouvrir comme ça la boîte de Pandore qui est le plein de possibilités, toutes les possibilités, mais c'est intelligent, je pense, quand même d'avoir la curiosité de se confronter à ça. Et moi, en fait, c'est devenu une nécessité, c'est-à-dire que j'ai jamais obtenu le triptyque vertueux tous les choses guichets qui pouvaient peut-être exister à l'époque et qui aujourd'hui qui sont des modèles beaucoup Ouais. plus compliqués. Et est-ce que, alors ça c'est une question qui me vient un peu là à l'instant, mais la manière aussi de produire un film, forcément, elle a une influence aussi dans presque le résultat, en tout cas le film en lui-même. Est-ce que ça aussi, c'est des choses, tu as l'impression que ça a permis de faire évoluer le cinéma d'une manière différente aussi, en tout cas dans le court-métrage, peut-être dans ton cas ou... Alors, clairement, ce sur quoi moi j'ai jamais transigé, c'est sur entre guillemets la qualité, c'est-à-dire de se dire qu'on fait un film professionnel, donc on va bien aller sur toutes les étapes, c'est-à-dire on fait bien une prépa correcte, on fait bien un tournage correct,
le nombre de jours de tournage qu'il faut avec un plan de travail ad hoc. On fait bien Qui bouge. on fait bien la post-prod correctement avec toutes les étapes de post-prod. C'est-à-dire que là-dessus, ça, on ne transige pas. D'autant plus que si on veut enregistrer le film au CNC comme étant une œuvre culturelle Ouais. et patrimoniale, enfin, je veux dire, c'est la crédibilité du producteur et aussi du porteur de projet. Après, en effet, ça veut dire qu'il faut trouver le réal qui correspond à ce schéma de fabrication aussi. Parce que ça implique des délais, ça implique aussi de faire des concessions parfois artistiques ou Ouais, de bien trouver sûr. des parades. Et je crois qu'on n'est jamais le plus fort en termes de créativité que quand on est confronté à des contraintes. Ouais. Donc finalement, moi j'ai toujours essayé de trouver la manière de se dire cette contrainte-là, qu'elle soit de temps, qu'elle soit de budget, qu'elle soit de X ou Y, trouvons des solutions. Il y a plein de manières aujourd'hui de faire des De faire des- VFX ouais. sérieux Ouais, bien sûr. et corrects sans être trop cher. Voilà, il faut faire marcher le cerveau, la matière grise. Il y a toute une palette Fonctionner, tous les nouveaux outils, techniciens voilà, qui ont des outils complètement dingues Ouais, qui ouais. permettent de se trouver des opportunités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc c'est un peu ça le taf de prod, je crois, aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des solutions qui n'ont peut-être jamais été expérimentées réellement et trouver l'auteur ou le réal qui est prêt en fait à prendre le De prendre pari. ce risque. Ouais. Et du coup, en tant que producteur, qu'est-ce que tu penses? J'ai l'impression de voir beaucoup aujourd'hui des gens qui vont créer en fait leur boîte de prod, des petites boîtes de prod un peu associatives pour justement faire leur court métrage parce que peut-être qu'ils se disent aller vers une prod ça va être trop long, trop compliqué, je vais avoir des contraintes, je vais pas être libre artistiquement et j'ai l'impression que les gens développent ça et du coup à la fois c'est peut-être libérateur et à la fois peut-être que l'absence de contraintes en effet comme tu dis n'aide pas forcément à la création et à faire un truc complètement abouti et puis après les moyens aussi qui seront pas non plus énormes. Je pense que c'est vraiment une sensibilité personnelle du porteur de projet, c'est-à-dire que moi je me souviens avoir eu des discussions endiablées avec le collectif Les Parasites, Jérémy Desjardins notamment, enfin, qui était dans un endroit de fabrication un peu associatif entre eux, qui m'avait d'ailleurs interviewé sur un de leurs RVB là, pendant 1h30 sur qu'est-ce que c'était que le taf d'un producteur. Ça devait durer un quart d'heure, ça a duré 1h30, mais On va essayer de pas durer 1h30. Et du coup, je me souviens très bien qu'il m'avait dit mais moi je veux plus bosser avec des prods, j'ai fait l'expérience sur l'effondrement, ça avait été super et en même temps ça a eu plein de contraintes. Nous on a l'impression qu'on veut faire des films alors éco-responsables et que ça a l'air incompatible avec des prods. Bon ça c'est un autre débat mais moi qui fais partie du conseil d'administration maintenant d'EcoProd, je pense que j'essaie d'appliquer systématiquement au projet que je produis une conscience éco-responsable. Mais en l'occurrence, je dirais que moi je comprends totalement ceux qui se mettent en associatif et qui se décident de se dire bah voilà les contraintes de temps, les contraintes mais d'une certaine manière il faut que ça aille avec le projet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit subi. Je pense qu'il faut clairement que ça soit identifié dès le départ, que ça soit quand même bordé parce que il faut être vigilant sur les risques en fait, que prend une association quand elle fait voilà, donc il y a 2-3 éléments, les risques financiers, les risques accidents, donc les risques humains, les risques des rushs auxquels il faut être attentif si on veut quand même se lancer dans l'aventure associative de production de ces projets. Mais moi je l'encourage volontiers et d'ailleurs alors je ne devrais pas le dire mais en fait je peux tout à fait le dire. Là j'ai un jeune réal qui est venu me voir en disant voilà j'ai créé une asso parce que tu m'as conseillé de le faire, j'ai élevé 20 000 euros avec de la Love Money, avec des partenaires à Toulon. J'ai un super projet sur l'adaptation d'une pièce de Joël Pomera qui s'appelle La réunification des deux Corées. Je veux la tourner au mois de janvier parce que j'ai les acteurs qui sont prêts et qui sont dispo. Il est venu me voir le 1er novembre. Il me dit j'aimerais bien quand même que tu coproduises le film parce que ça me rassurerait d'avoir une prod sur le projet. Je dis écoute Enzo, t'es mignon et tout, mais là il reste 2 mois et demi. Qu'est-ce que c'est ton accompagnement alors qu'il reste 2 mois donc je lui dis moi je peux pas aller chercher des financements ailleurs, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne quand même beaucoup de risques sans avoir une certitude d'être dans les temps. Et puis le gars en fait était le plus déter du monde. Je me suis fait embrouiller gentiment entre guillemets. J'ai rencontré pas Joël Pomera mais pour m'assurer qu'il y avait les droits d'adaptation de la pièce évidemment, ce qui est le premier préambule à faire une adaptation, un film adapté. Et en fait c'est vrai qu'il a assez réussi à me convaincre et on tourne dans 1 semaine et demie. Donc, finalement bravo. Et voilà, donc on va être dans une logique de copro. Donc maintenant moi j'ai repris vraiment la prod avec
avec mes assistants de prod et lui se focus sur l'artistique. Mais voilà, c'est ce type d'énergie-là et je pense que ça sera un joli projet. Ouais, mais c'est vrai que c'est des énergies qui font en fait que ça crée des nouveaux types de manières de faire des films. Mais après, ça peut être une singulier. étape du coup. Ça peut être une étape en fait d'avoir avec sa prod peut-être associative, peut-être indépendante, commencer en fait le projet et après d'aller chercher une prod quand même. Carrément. Mais du coup pour chercher un accompagnement parce que du coup le travail de producteur c'est quand même de l'accompagnement. Bah, c'est totalement de l'accompagnement en fait. En réalité, lui ce qu'il me dit à ce moment-là, c'est j'ai pas envie d'avoir la casquette de prod et de réal parce que le sujet est assez ambitieux. Je te confie les 20 000 balles que j'ai levées. Je veux que ça soit toi qui t'assure que ça va au bon endroit, que tu fasses un devis, un plan de financement, quelque chose de relativement sérieux et qu'on sache ce qu'on peut dépenser, de l'argent qu'on a, de manière à ce que lui s'endette pas à titre perso, que le film finisse bien par exister. Et je pense qu'en effet, à un moment donné, tu peux pas être réalisateur et producteur parce que t'es dans une double casquette qui fait qu'à la fois tu as envie de te donner des sous parce que tu en as besoin et en même temps tu te dis ah bah non je les ai pas. Tu deviens totalement schizophrène. Tu te censures toi-même en tant que réal et ça peut pas fonctionner et puis c'est pas sain et pour le film je pense que c'est pas une bonne idée. Mais pour autant ça permet d'être une sorte de lampe de lancement de lancement pardon une rampe de lancement. Une rampe de lancement. Une lampe de Moi lancement. j'avais une question là-dessus sur justement l'accompagnement des films jusqu'à où tu accompagnes les films. Alors j'imagine que c'est pas pareil pour tous les films que tu accompagnes, mais jusqu'à où tu vas accompagner les films dans leur vie de court-métrage. Surtout que les courts-métrages c'est très particulier quoi. Moi je suis un peu comme un père qui a pas eu d'enfant et qui veut accompagner du coup ses fils et ses fils jusqu'à très loin, jusqu'au bout. Non, ce qui est le sel de notre travail à mon avis et pour moi en particulier c'est clairement d'être dans le développement. J'accompagne plutôt des jeunes auteurs, des jeunes autrices, donc c'est des premiers, deuxièmes films. Donc vraiment sur la partie développement, scénario, qu'est-ce qu'on veut raconter, quelle est la thématique, comment est-ce qu'on va le déployer, l'écrire. Ça m'importe d'être là vraiment de manière permanente. Dès l'ado, enfin dès l'âge adolescent. La puberté, voilà, les moments. On parle d'un film. Oui, c'est un film. Mais qui a des boutons et qui qui la voix qui mue quoi. Un peu coaché. Et puis ensuite, je peux pas les lâcher vraiment tant qu'on n'a pas fait un cycle complet. J'imagine que c'est un peu comme un produit quel qu'il soit. Hein. C'est un produit culturel qui a quand même pour objectif d'être rentable, de trouver qui est dans une son industrie, public, qui est dans une industrie. Donc il a son cycle. Une fois qu'il est fabriqué, il a une carrière en festival. On essaie de le vendre, on essaie de le marketer le plus possible. Et après, ça fait quand même partie d'un catalogue. Donc ça reste indéfiniment un film dont il faut que je sois fier et que je puisse à tout moment continuer à dont on va te reparler même dont on va me reparler et puis accompagner les. Vraiment, il n'y en a aucun que j'ai renié. C'est compliqué de renier ses enfants. Je pense que c'est. Mais tu les as accompagnés même dans la diffusion, c'est-à-dire, je veux dire, en festival justement où tu allais les faire des débats. Aux côtés des réals, sauf qu'on je peux vraiment pas parce que soit il y en a deux en même temps, soit parce que je suis sur un tournage ou parce que ça peut pas se faire, mais c'est presque le moment aussi où on présente son enfant terminé, toute la famille. Et c'est qu'aussi des fois il peut y avoir une sorte de frustration à être au début et pas forcément à la fin, avoir tout donné et pas voir le résultat. Ouais, je pense qu'il y a peu de producteurs quand même qui y vont, ils vont pas. Après il y a des distributeurs qui peuvent aussi faire le taf, même sur des formats courts maintenant, donc ils les accompagnent réellement, mais moi c'est toujours un plaisir. Là, le film d'Andrea. On le présente vendredi, on va aller à Clermont ensemble, donc c'est vraiment un début de carrière qui est assez fou, donc c'est d'autant plus valorisant pour le binôme. Oui, c'est ça, moi je me demandais un peu en fait le sens que tu donnes à ton métier de producteur entre en effet ces objectifs de rentabilité, l'envie d'accompagner des jeunes créateurs, ce plaisir de découvrir des talents et tout, qu'est-ce qui... c'est un peu qu'est-ce qui t'anime un peu en fait dans ce métier-là Je pense que c'est avant tout la passion. Si c'était le fric, je ferais banquier comme je faisais avant. Oui, c'est ça, tu as été banquier avant. Ce que j'ai fait, j'ai été dans la banque en Suisse pendant quelques années. Tu reviens de bord. Tu t'es dit peut-être. Je me suis dit, je fais trop d'argent, donc allons en perdre. Soyons pauvres. Non, mais c'est vraiment, je fais pas du mécénat, c'est-à-dire que mon objectif, c'est comment de rentabiliser quand même de rentabiliser ma les boîte. œuvres. Mais pour le coup, c'est pas. Je vois Sylvie qui me fait un petit clin d'œil, qui est au jury cette année. Ah oui. Alors attention, il y a une caméra qui est juste là. Mais tu peux écouter. Mais tu peux, tout à fait. Donc faire le cadre aussi. Sylvie fait l'apparition dans le champ. Ouais, dans le champ. Mais je pense que ça a été. Sylvie qui haut de cœur, qui cette année dans le jury du festival. Et dont on avait vu un long métrage ici l'année dernière. On a projeté le premier long métrage, Une mère.
dont j'ai produit moi les 2 premiers courts-métrages. Ah ouais. Donc en effet, ça m'intéresse. Voilà, c'est typiquement la question que vous posez, de continuer à suivre les parcours des auteurs, des autrices, parce que ça devient voilà une sorte de famille et d'envie de les suivre. Mais donc pour répondre à ta question, Dimitri, du coup, c'est un peu tout qui est intéressant. Enfin moi en tout cas, c'est ce qui me passionne, c'est d'être à la fois être vigilant sur se dire c'est quand même un produit culturel, il faut qu'il soit si possible dans une économie où tout le monde y retrouve son compte, trouver un public parce que c'est les histoires qu'on raconte, les histoires que les réals racontent. Je pense que très souvent, ceux que j'accompagne, en tout cas moi, ça fait réfléchir, donc ça nous fait se questionner sur notre rapport au monde, notre rapport à la nature, notre rapport aux autres et comment est-ce nous citoyens, nous êtres humains, on réfléchit avant d'agir. Et globalement, essayer de faire bouger les lignes comme on peut, un petit peu, beaucoup. Mais voilà, c'est indispensable. Et dernier point, tu me relançais sur je ne sais plus. Sylvie m'a perturbé. Qu'est-ce que tu avais dit, Dimitri? Tu me poses la question sur qu'est-ce qui m'animait, oui. Le sens que tu Je donnes pense que tu as bien répondu à ça, en tout cas. J'ai l'impression que tu as bien répondu. Mais moi j'avais même une question par rapport à ça. Justement là tu parlais de l'accompagnement que tu avais fait sur les 2 premiers films de Sylvie Aucker. Mais justement qu'est-ce qui toi fait que tu passes pas justement cette étape-là de te dire ok je vais aller sur du long métrage, je vais suivre une autrice dans ce cas-là jusqu'au bout ou en plus loin quoi. Alors sur le film de Sylvie, c'est comme le film de Guillaume Renusson qui est sorti récemment, Les Survivants au cinéma. Ouais. Donc, j'avais fait les 2 premiers courts-métrages également. Les gens vont se dire, ce gars, il a vraiment pas de bol. En fait, il fait le court-métrage des jeunes. Et après, si je te pose la question, c'est que je me doute que c'est pas du tout un truc à vivre parce que c'est vraiment des très bons amis et que je continue à voir régulièrement et que j'encourage. Après, il y a une question de timing, il y a une question de. Moi, j'ai été pendant assez longtemps président de la fédération, comme vous l'avez rappelé et comme je l'ai souligné, mais ça m'a pris beaucoup de temps. À titre personnel, d'investissement pour le collectif et donc qui me laissait pas tellement de place au moment où Sylvie et Guillaume sont venus me voir tous les deux avec leur projet de long métrage en me disant on veut te le faire lire en premier, est-ce que ça t'intéresse de le produire, etc. Donc ça n'a jamais été un coup de Trafalgar ou tu t'es senti trahi ou quoi dans le dos. Mais voilà, c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment. J'en faisais pas une sorte de Graal à tout prix. Je pense que c'est aussi parce que j'ai l'âge que j'ai et que j'ai eu d'autres moments où j'ai eu peut-être entre guillemets plus d'ambition ou d'envie de me réaliser avec directement un projet comme ça un peu fou. Et alors après les paradigmes ont aussi vachement bougé avec le Covid, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui on produit plus un premier long comme on le produisait encore il y a 3-4 ans. Il faut réfléchir en termes de distrib, il faut réfléchir en termes d'exploitation. Donc j'ai vraiment envie de prendre le temps. Donc il y en a 2 qui sont en développement avec des auteurs avec qui j'ai déjà fait des projets. Je suis en train de commencer peut-être à me dire que je vais passer par le documentaire moyen, long métrage avant de me lancer dans la fiction. Donc voilà, ça a mûri gentiment et c'est pas une obsession en fait, c'est vraiment une question c'est pas un truc En fait, que tu te mets bille en tête, il faut absolument faire ça quoi. En fait si je te posais la question c'était aussi pour voir si parce que tu le disais un petit peu tout à l'heure, il y a aussi ce désir de dénicher des talents. Et je sais qu'il y a un peu ce truc-là. Là, tu as cité un exemple tout à l'heure de quelqu'un qui est venu vers toi pour trouver, mais est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a aussi souvent l'inverse, et est-ce que c'est aussi ça qui fait partie de ton métier, et dans le sens où il y a aussi un plaisir de dire, ok, il y a peut-être quelqu'un là que je viens de trouver et qui plus tard va, je veux dire, percer, voilà, mais... Après, j'ai pas non plus envie de me dire que je vais être celui qui va découvrir, j'en sais rien quoi. Moi, le prochain Xavier Dolan, le prochain, je sais pas. Mais même sans ça, mais en tout cas, genre juste aussi voir des fois permettre aussi à des auteurs autrices qui. Mais moi, je suis totalement ravi et super content que les premiers films de Sylvie et de Guillaume aient été à l'affiche, soit des films qui tournent en festoche, qui ont une reconnaissance publique, qui retrouvent eux se réalisent en se disant moi c'était mon objectif. Je comprends. En fait, un réalisateur, évidemment que je pense que c'est son objectif dans la mesure où moi j'accompagne 3-4 projets par an, donc j'ai 3-4 enfants. Eux, ils en ont qu'un, c'est un film. Donc forcément, eux, ils ont besoin d'exister à travers ce format-là parce que aussi économiquement parlant, c'est celui qui est viable. Nous, on en produit plusieurs, donc c'est moins, ça devient moins. Après, je sais que j'ai des potes producteurs dont c'est vraiment l'objectif prioritaire. Ça. Mais donc, de nouveau, c'est chacun, je pense qu'on produit un peu
comme on aime et où on produit comme on Et puis a envie aussi, et ça comme peut on changer comme par période. Quoi. Tu Totalement. peux au début de ta carrière te dire, voilà, je me focus sur ce genre de choses. Mais et- j'avoue que j'ai un grand plaisir à faire des cours parce que déjà ça va quand même un peu plus vite. Il y a un aboutissement qui est quand même assez immédiat. Et ça me permet de découvrir plein d'univers, de faire des rencontres de dingue. Et je pense que c'est en fait un peu mon ADN à moi. C'est cette envie de transmettre, c'est cette envie de partager, d'avoir un côté un peu grand frère et d'être voilà, en proximité à la naissance ou à la jeunesse de ces nouveaux émergents et de leur apprendre quelque part à prendre des coups. J'arrête pas de leur dire, c'est en prenant des coups qu'on devient grand et qu'on réussit un peu C'est en se plantant qu'on pousse. J'ai Exactement. entendu une il n'y a pas longtemps, elle est jolie, pas mal, elle est marche bien, mignonne. ouais, c'est pas mal. Mais du coup, ce paradigme, tu disais C'est qu'il presque y a. une contrepétrie, ça. Il me semble que c'en est une, mais on va pas la dire. Voilà. Moi, je l'ai pas tout de suite, mais j'ai pas envie qu'on l'ait. Mais oui, la du laissera. coup, tu disais avec le Covid, ça a beaucoup changé. Est-ce que tu penses que cette ligne, du coup, elle a vraiment beaucoup changé vers l'industrie au détriment du côté artistique du cinéma dans les œuvres Alors, qui sortent maintenant? j'ose espérer que pas sur l'artistique, mais en fait, en réalité, ça se ressent quand même. On voit sur la frilosité aujourd'hui des distributeurs, surtout parce que c'est eux qui mettent le MG, c'est ceux qui font que les films se lancent. Si le gars se dit, moi je mets 200 000 balles de MG, je suis à peu près sûr que je les reverrai jamais en entrée salle parce que c'est quand même un peu sclérosé, que c'est encore un peu, même si il y a quand même un frémissement plutôt favorable et tout, mais certains producteurs sont quand même très vent debout contre l'idée de se dire je mets un film pas au cinéma mais je le mets sur une plateforme parce que c'est pas aussi sexy, que ça leur semble pas complètement. Moi je pense qu'il y a des films qui doivent être des films télé, il y a des films qui doivent être des films plateformes, des films qui doivent être des films cinéma, et c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment plus une logique de trouver le bon endroit d'exploitation, quoi, et ça ne concurrence personne, et ça serait à mon avis beaucoup plus pertinent de réfléchir comme ça, mais bon, peut-être que j'ai peut-être tort. Hein, non, je suis assez d'accord. Hein. Réfléchir en tant qu'écosystème plutôt qu'en tant que truc qui s'affronte, quoi. Et je pense que c'est aussi important de toute façon maintenant le paradigme il est changé, je pense qu'on ne reviendra jamais en arrière, et ça c'est après c'est aussi voir comment les choses s'adaptent, et je pense qu'aujourd'hui la salle elle a encore une importance, il y a un avenir aussi en fait. Bien sûr, et justement toi tu parlais de prendre le temps en fait aussi par rapport à ça, avant de peut-être aller vers le long métrage aussi, parce que tu as l'impression que les choses vont encore bouger, et que justement ces lignes là le temps qu'elles s'adaptent, faut. C'est un peu ça, c'est-à-dire que moi je suis plutôt un mec joueur d'échecs, c'est-à-dire que j'aime bien avoir un coup d'avant qu'un coup d'après, parce que voilà, c'est une stratégie, mais quand je dis ça, c'est aussi parce que j'ai l'impression que je préfère voir les autres faire et me dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, et m'en inspirer et essayer de reproduire ou de faire différemment, mais en tout cas en ayant une première fois vu. Je suis pas un full risk lover, c'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui se disent bon ok j'y fonce, j'y vais, et puis je suis pas sûr de savoir faire, je fous la tête dans le sable et on verra bien. Et parfois que peut-être c'est indispensable pour faire ce métier de fou, comme disait Christophe Donner. Je sais pas si vous avez lu ce roman magnifique de Christophe Donner, qui est un journaliste alors le titre m'échappe, mais je crois qu'en gros ça voulait dire quiconque exerce ce métier de producteur entre guillemets est un fou furieux, qui est assez inspirant. Moi j'ai lu ça au tout début où je me lançais dans la prod, et je me suis dit ah ouais d'accord. En gros ça parle de l'époque de Rassam, de Berry, où ils finissent tous par suicider ou par mourir, ou mettre en hypothèque leur femme, leur maison et leur voiture. Puis avec tout ce qui entoure la drogue, etc. Le côté un peu production à la papa des années. Alors il y en a encore qui le font, pourquoi pas, hein, mais je pense que voilà, c'est mieux de pas. C'est pas un conseil que je donnerais à des producteurs émergents. Et ni à des réalisateurs de s'acoquiner avec ce type de producteurs, bien que si on aime ça, pourquoi pas. Oui, mais il y a un faux pour tout le monde. Mais oui, non, c'était quoi la question? Je sais plus, mais on parlait du fait que justement tu disais joueur d'échecs dans le sens un coucou, bonjour coucou. Avoir un coup d'avance. Ouais, je disais au revoir, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais on disait juste juste réfléchir en avance à aussi comment on s'insère dans une industrie qui est aussi en mutation, et en même temps aussi qui est très installée avec des acteurs quand même bien fixes. Et aujourd'hui, le secteur en tout cas même de l'industrie du cinéma, du classique chemin production, réalisation, distribution, exploitation. Et est-ce qu'au niveau du court-métrage aussi, tu penses qu'il y a une frilosité comme il y a pour les longs en ce moment? Bah alors,
il n'y a pas de notion de distributeur ou très peu. Ouais. Il y a moins le rapport à la salle. Voilà, il y a ce truc de, on sait qu'il n'y aura pas de remontée de recettes, on fait pas ça pour avoir des billetteries CNC. Donc ça, c'est déjà moins flippant. Par contre, c'est pas qu'il y ait une frilosité, mais c'est qu'il y a de moins en moins de financement classique. C'est-à-dire que les régions, il y a globalement quand même moins de projets qui sont aidés. Les chaînes, elles y vont moins toutes seules, elles sont un peu plus frileuses, typiquement, c'est le bon terme. Elles préfèrent quand il y a déjà un premier financement. Un aval, Donc on est un peu dans une sorte de truc pas très vertueux qui fait qu'il faut trouver la manière de faire prendre le risque aux autres. Voilà, avec nous, les autres pour prendre le risque. Exactement. Donc c'est toute l'habileté du producteur d'essayer d'embarquer quelqu'un dans un risque mesuré avec vous là où même c'est pas complètement certain, mais ça il faut être un peu poker face et leur pas leur montrer ça, quoi. Et tout à l'heure tu parlais je reviens sur quand tu parlais de la coproduction aussi, et c'est vrai qu'en France on est quand même un grand pays de coproduction, dans le sens où on va quand même aussi beaucoup à l'étranger pour aider d'autres auteurs en fait aussi à faire émerger des projets. Ça c'est aussi un modèle que toi tu vois qui a émergé aussi depuis quelques années, ou c'est quelque chose qui existait déjà avant. Moi je me rends pas assez compte parce que je vois surtout en fait même sur le long métrage et le court, mais c'est vrai que sur le court je me rends d'autant plus compte. On le voit même à Paris Court Devant, où en fait des courts métrages coproduits France, et on en voit souvent qui apparaître et que ça et de très bonne qualité. Et ils vont très loin en général dans les compètes par exemple. Oui, j'ai l'impression que je sais plus, j'allais dire qu'importe si les Bêtes Mœurs c'était sûrement une coproduction. Voilà, il y a avec le Maroc. Avec le Maroc, voilà, il y a beaucoup de coproductions, c'est vrai, dans les courts-métrages. C'est un peu le préambule de ce que je disais, c'est-à-dire qu'une coproduction, ça a une vertu qui est celle de être plusieurs à trouver des idées, donc on est toujours meilleur. Ça, tout le monde qui vous dira non mais je veux réfléchir tout seul. Je crois que la NASA avait fait une expérience en mettant des astronautes avec des contraintes. Ils avaient que 3 machins, il fallait qu'ils sortent et systématiquement, quoi qu'il arrive, en fait les équipes étaient toujours plus intelligentes et en avance que celui qui fonçait tout seul, même s'il avait a priori la totale expertise. Donc ça, de fait, c'est rassurant. Et puis globalement, un truc de prod, il faut être à la fois un sprinter et un marathonien. Je pense que ça se définit assez bien ce qu'est les qualités d'un prod. Et au bout d'un moment, quand même, être sprinter et marathonien en même temps, c'est compliqué. Donc si vous êtes en copro avec quelqu'un qui, quand vous êtes vous le marathonien, lui il fait le sprint dont on a besoin et vice versa, et on se back up, c'est plutôt agréable, quoi. Et c'est dur de trouver un prod quand on veut faire un court métrage aujourd'hui. Parce que non, mais en vrai c'est une question personnelle. Alors pas du tout, mais c'est une question aussi par rapport à ce que je disais, des gens qui créent leur boîte de prod parce qu'ils savent pas ce que c'est et parce qu'ils ont l'impression que c'est impossible. Je pense que beaucoup de gens se disent c'est impossible, ça va prendre trop de temps. En fait, c'est impossible ou est-ce que en effet en allant à des festivals, en envoyant des scripts comme ça par la poste c'est pas impossible. Typiquement le fameux Enzo, bon c'est un peu de réseau, un peu de chance, un peu de je force la porte. Moi, ce qui est important, c'est que quelqu'un qui me contacte, il est à minima regarder un peu ce que faisait Moodfilm, essayer d'aller me chercher sur une ligne éditoriale qui parle, être persévérant, être surtout un gros bosseur. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui est en capacité de me mettre de l'eau dans le moulin, quoi. Enfin, c'est pas de l'eau dans le moulin, je sais plus comment ça s'appelle, de l'orge dans le four, bref, j'arrive plus la métaphore, il y a un truc, une lampe de lancement, du grain à moudre. Du grain à moudre. Mais en fait, moi je vais tellement mettre d'énergie sans m'assurer que le projet va exister, que j'ai besoin qu'en face, celui qui vient me chercher ou qui me dit j'ai besoin de toi, il y a la même énergie, vibrer, faut que ça soit authentique, faut que ça soit du sang, de la sueur et des larmes, comme j'ai dit. Il n'est pas fait un copier-coller de mail et qu'il les fait à toutes les boîtes de production. Ça, je pense que tu dois en voir quand même pas mal. J'en vois évidemment. Alors je me dis. Et parfois, je fais l'exercice d'aller faire de la pédagogie en expliquant ça marche pas. Je vais en milieu, on va dire, dit un peu hors des circuits pour essayer de trouver des canaux en fait où que ça soit avec la maison du film à travers des masterclass, que ça soit avec des associations, que ça soit c'était un peu ce que je faisais avec la FJPI. On allait dans les quartiers qui avaient besoin dit politique de la ville, faire de l'éducation à l'image en expliquant comment aller chercher un prod. En fait, il y a quand même une sorte de technique. Et en école aussi, dans le sens où aujourd'hui, même la FJPI, est-ce qu'elle faisait un travail aussi de
d'aller chercher aussi des gens qui sortent d'école ou Bien sûr. qui sont encore en école Ouais, ou on alors a c'est des l'inverse. partenariats, je sais plus exactement à partir de cette année ce qu'on a encore développé, mais soit avec des scénaristes, soit avec des écoles type INA, soit avec des masters pro de tel ou tel. Moi j'engage en fait plein d'alternants aussi qui viennent de licence pro ou de master pro, ce qui permet voilà, de trouver un vivier en fait de prod ou de réal pour essayer de. Il faut aussi pas oublier qu'un producteur, c'est ce que j'expliquais, en fait, qui débute, il a besoin de projets. Donc c'est aussi gagnant-gagnant. C'est sûr qu'après, quand vous êtes un peu établi et que vous commencez à être successful entre guillemets, évidemment, vous attirez plus facilement des auteurs qui ont envie de bosser avec vous. Mais pour autant, ça n'empêche pas d'avoir d'aller envie démarcher, de de le faire rencontrer. Là, ce matin, Avec tout à l'heure, l'envie, on est venu me pitcher un projet. J'ai dit au gars, ton truc, il y a un concept important, mais je pense intéressant, mais je pense que tu l'as pas encore assez, assez il y a pas digéré, encore de boulot, quoi. Ça, Donc, essaie, reviens voir dans c'est ça, quelques mois. Quoi. Réfléchis plus, tu me présentes ça. Je te pose 2-3 questions, tu sais un peu répondre, pas trop. Ça me montre que c'est fragile, dossier quoi. est pas totalement bossé. C'est Ouais, fragile. et surtout que c'est un endroit où faut être solide pour avoir un projet qui tient sur le Et en même temps, moyen long terme. c'est aussi un moyen. Il faut venir aussi pour ça, pour se rendre Bien compte sûr, peut-être bien que justement notre projet est fragile et pourquoi et comment on peut l'améliorer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Non, mais c'est vraiment l'émission de toutes les. Il nous en manque C'est quelques-unes, parfait. je crois. Est-ce que vous aviez des dernières questions, les garçons parce que, Eh ben, on a moi abordé plein de non, choses. mais Ouais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense que c'est une très belle conclusion. Très Ouais, belle c'est vrai que c'est pas mal. Et merci donc beaucoup. retrouvez-nous dès demain à partir de 18h30 Oui, exactement. sur le Cinétag, qui n'est donc pas en direct, mais qui est donc diffusé. en avance, en Ouais. différé. Et du donc, coup, si on leur dit de nous retrouver alors qu'ils sont en train de regarder la vidéo. Mais là où vous la regardez, en tout cas, c'est tous les jours à 18h30. Donc Exactement. demain, il y en aura aussi. On Si vous vous nous demain, regardez 18h30, mardi, à la il y en est-ce a que vous mercredi. savez et il y en qui a- est votre invité de demain pour mercredi? Ah oui, Tout à fait. exactement. Est-ce qu'on Oui, fait un mais petit teaser ou Ah pas oui, c'est vrai. Ah Alors on ça peut. n'a que. Ah si, Bah si, littéralement. c'est très Si, intéressant. demain, normalement, l'émission. Merci, Benjamin, parce que sinon on n'allait pas le L'émission faire. sera avec Camille Monin pour parler des petits cours de vent et donc justement d'éducation à Et oui, l'image d'éducation à et l'image. elle est productrice aussi, donc de production de films, mais voilà, d'éducation à l'image. Ça va être hyper intéressant. Transition toute Ça va trouvée. être très bien. Camille, Et et écoute, je te souhaite une belle émission demain avec ces 3 garçons On lui absolument transmettra le charmants. message. Et au plaisir de te revoir du coup. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, pas du tout. Non, j'allais dire certainement de la merde, donc ça va très bien. Et donc là, nous allons aller maintenant à la cérémonie d'ouverture. Exactement. On va voir la- Oui, c'est parti. Je On va vois manger. le public nombreux qui arrive Ça et moncelle. qui frétille. C'est agréable de voir tous ces gens là qui se déplacent, c'est beau. Moi, ça me- Merci. Merci Bah, beaucoup merci à toi, Benjamin. merci. Merci À beaucoup très bientôt. Yann et Ewen. En fait, c'est vrai que là, vu qu'il n'y a pas de conclusion, Bah oui, on peut c'est vrai. s'arrêter Ah maintenant. oui, on n'a plus l'habitude, on a plus de rythme imposé et tout.